Quelques grammes de cannabis pour une poignée d'euros. C'est le trafic de rue au quotidien. Ce que l'on voit beaucoup plus rarement, c'est cela. Des fortunes accumulées par des chefs de réseau. Sur cette table, plus d'1 million d'euros. 6 lingots d'or. C'est la plus grosse saisie financière issue d'un trafic de drogue. Une partie de cet argent, 375 000 euros exactement, a été retrouvée dans des coffres et sur des comptes au nom de Florence Lamblin. Elle est l'adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris. Cet élu d'Europe Écologie Les Verts vient d'être mis en examen pour blanchiment d'argent en liaison avec un trafic de drogue. L'enquête a donc bien 2 volets. La drogue d'abord. 8 tonnes de cannabis en quelques mois provenant du Maroc. Elle transitait par l'Espagne puis était vendue en région parisienne. L'argent ensuite. Frauduleux, il partait vers la Suisse. Une société financière qui avait pignon sur rue en plein cœur de Genève servait d'intermédiaire avec des comptes suisses. Au total, ces 5 dernières années, le réseau aurait réussi à blanchir au moins 40 millions d'euros. C'est un très joli coup de filet pour la police française. Et c'est aussi, on l'a vu, une affaire hors norme puisqu'elle mêle à la fois trafic de drogue, blanchiment d'argent, soupçon de fraude fiscale et implication politique avec la mise en examen de cette élue parisienne. Cette semaine, le Canard enchaîné a révélé que cette dame vendait en plus des sextoys sur Internet. Des sextoys écolos, hein, ça s'appelle sexécolo.com, je crois, oui, pour avec ceux que des ça noms de intéresse. sextoys absolument avec des canards vibrants, des godes lapinous et du lubrifiant bio. Bio, le lubrifiant. Ça sent l'arnaque, hein, quand même. Hein. Oui, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, d'un seul coup que Dieudonné n'aurait pas payé ses impôts. Alors les journalistes sont très prolixes là-dessus. Et puis l'affaire Florence Lamblin, Lamblin, je me fous du nom, c'est pas grave. Ça n'a pas beaucoup fait de bruit. Pourtant, c'est énorme, parce qu'on découvre qu'une élue écologiste dans Paris se fait choper pour blanchiment d'argent de la drogue. Et d'ailleurs, elle prétend non, c'est pas du blanchiment d'argent de la drogue, c'est juste de la fraude fiscale. Je ne sais pas si vous voyez la défense. Et on découvre d'un seul coup quelque chose dont j'avais parlé dans une de mes vidéos pour répondre à Zemmour. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Ce qui n'est pas faux, je veux dire, moi je pense qu'il a le droit de le dire, c'est vrai. Mais je rappelle qu'au-dessus d'eux, ceux qui permettent ce commerce, parce qu'ils ont les moyens de faire le blanchiment de l'argent et de recycler cet argent sale dans le système, le système bancaire institutionnel et légal, c'est la communauté juive, des membres de la communauté juive qui sont au-dessus de ce trafic et qui le pilotent. Hein, ce qui explique d'ailleurs la chute du commissaire à Lyon. Les charges semblent de plus en plus nombreuses. Michel Néré aurait même concédé lors de sa garde à vue des imprudences, des liens avec des hommes appartenant au milieu, comme le Lyonnais Stéphane Azra, interpellé et écroué dans le cadre de cette affaire. Il avait ce contact avec des gens du milieu. Mais pour les nécessités de l'enquête? Pour certaines personnes, sûrement. Pour d'autres, c'est un peu plus nuancé. Il y avait des relations avec notamment une personne, des relations extrêmement fortes au niveau amitié. Cette amitié embarrassante, c'est celle avec le Lyonnais Gilles Bénichou, figure de la nuit lyonnaise et comédien à 16h. À 9 mois de la retraite, a-t-il été piégé? Ou est-ce l'appât du gain qui l'a perdu? Cette question, nous avons pu la poser à son épouse, Nicole Néret. Je lui disais « Arrête !» Ces gens-là, moi, je ne les sentais pas du tout. Ils me disaient « Oui, je les aide. » Et bon, ils m'aident vachement dans le boulot. Ils me font entrer dans la mafia. Il s'en servait comme indique, c'est ça? Bah moi, c'est ce qu'il me disait. Quand je lui disais « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là » Il me disait « Mais attends, ils me font rentrer. » Il paraît que c'est très dur de rentrer dans la mafia juive. J'avais dit ça, les gens des fois disent ouais, vous exagérez, vous êtes monomaniaque, judéo-centré. Non. Là, on l'a vu avec l'affaire Gamblin, là. Machin. Effectivement, au sommet de la pyramide du trafic de drogue en France, notamment du trafic de shit, il y a la famille. L'argent de la revente aurait été centralisé par un homme, Mardoché El Maleh. Estimation de l'argent blanchi, 100 millions d'euros en un an. Compte tenu du volume d'argent, il a fallu un montage extrêmement sophistiqué dans l'ingénierie financière. L'ingénierie financière, spécialité de la famille El Maleh, le clan au centre de cette affaire.
C'est pas la famille de Gad, hein, mais enfin voilà, mais c'est du juif marocain. Hein, voilà. Et d'ailleurs, on a montré les photos, les paquets de shit, il y a carrément l'étoile de David sur l'emballage. Hein, c'est énorme. Donc je réponds à Zemmour, c'est vrai que les petits dealers sont noirs et arabes, mais les patrons, ceux qui les font travailler, finalement c'est le prolétariat, effectivement c'est la mafia juive internationale. Hein, effectivement. Et quand on parle de mafia juive, c'est pas, contrairement à ce que disaient certains crétins, de l'antisémitisme. Quand je parle de la mafia sicilienne, il y a des films entiers sur la mafia italienne. Les Italiens ne font pas de procès en disant qu'on injurie les Italiens. Il y a les Italiens, puis il y a la mafia italienne. Il y a les Siciliens, puis il y a la mafia sicilienne. Et ben, il y a les Juifs, dont on ne peut rien dire parce que ce n'est pas une communauté légalement et qu'ils sont d'une grande diversité et que je ne peux pas, moi, supposer quoi que ce soit a priori. Donc il y a de toutes sortes de Juifs. Hein. Mais par contre, il y a une mafia juive. Et il faut bien le rappeler, c'est la mafia la plus puissante du monde. Hein. Elle règne sur des tas de choses. Et les films hollywoodiens qui montrent systématiquement la mafia italo-sicilienne, c'est pour cacher que la plus grande des mafias est juive. Hein. Elle règne sur le trafic d'organes, par exemple. On peut le savoir, mondial. Carla Del Ponte, d'ailleurs, s'était un peu énervée une fois qu'elle n'avait plus de mandat. Carla Del Ponte a fait ses adieux en janvier au tribunal pénal international, après en avoir été le procureur pendant 8 ans. Dans un livre témoignage intitulé « La chasse, les criminels de guerre et moi », elle accuse les Albanais de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, d'avoir organisé un vaste trafic d'organes pendant la guerre. À l'époque où M. Kouchner était Gauleiter de Bosnie. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une fête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fous, vous croyez n'importe quelle connerie. Les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins. Ça n'est plus une rumeur, c'est désormais une accusation détaillée. Le trafic d'organes humains aurait été perpétré sous l'autorité de l'actuel Premier ministre du Kosovo, Hashim Thaçi. Le rapport du Conseil de l'Europe décrit la filière et la sinistre maison jaune où les opérations auraient été pratiquées. Les maisons jaunes, c'est quoi les maisons jaunes? Quelle maison jaune? Étonnante réaction de celui qui était le haut représentant des Nations Unies dans la région à l'époque des crimes. Etc., etc., etc. Voilà, donc il faut bien rappeler qu'effectivement la petite délinquance est afro-maghrébine, c'est vrai qu'elle est pénible, mais que la haute délinquance, et au sommet de la haute délinquance, elle est juive, la haute délinquance. Je ne parle pas de Madoff, on pourrait même parler de la réserve fédérale américaine, qui est de la délinquance à un tel point qu'elle est l'institution de l'institution, puisqu'effectivement, le sommet de la mafia, c'est quand vous arrivez à atteindre la légalité et que c'est même vous qui produisez les lois. Et donc bien rappeler tout ça, n'est-ce pas, que c'est facile de montrer les petits délinquants maghrébins, la délinquance africaine, etc., mais on a du mal à dire effectivement que la mafia des mafias, c'est la mafia juive. De façon métaphorique, en parlant de la haute finance de Wall Street, et de sa dimension totalement, que c'est de l'escroquerie organisée, hein, voilà, c'est du racket, hein, ça ne produit rien, ça produit du déséquilibre économique, de l'effondrement économique et du chaos social, et puis aussi au sens littéral, la mafia juive, voilà. Il y a la petite délinquance au quotidien arabo-africaine, hein, mais il y a aussi la haute délinquance en col blanc, et de dire il faut choisir entre l'une ou l'autre, vous verrez que souvent l'une est autorisée par l'autre. Hein. C'est pour dévier les colères et c'est des stratégies des leurs. Mais en général, c'est pour qu'il y ait une petite mafia délinquante, il faut qu'il y ait une grosse mafia au pouvoir. Je rappellerai d'ailleurs que celui qui avait éradiqué la mafia en Italie, elle a été éradiquée par Mussolini et le fascisme, et qu'elle a été réintroduite dans le système économico-politique en Italie via Lucky Luciano par l'Amérique, et que ça donne la putréfaction politique italienne depuis l'après-guerre, qui amène à des choses horribles, hein, comme l'affaire de Bologne, comme Gladio, comme la Loge PD, comme Gelli. C'est cette intrication profonde et voulue du monde de la politique et de l'argent avec la mafia. Hein, voilà. Et ça, c'est voulu par c'est une volonté de nos élites oligarchiques, car finalement, ils sont la mafia des mafias. Hein, voilà. Je le rappelle. Donc n'opposons jamais la délinquance sous-prolétaire à la délinquance en col blanc. C'est la délinquance en col blanc qui autorise l'autre. Si les patriotes français reprenaient le pouvoir, on éradiquerait très vite tous ces problèmes. Mais en réalité, cette situation de pourrissement est voulue. Il faut bien savoir régner par le chaos, dévier les colères, c'est voulu. C'est-à-dire que quelque part, c'est le pouvoir oligarchique, parce qu'il est antinational et qu'il n'est pas l'émanation du peuple et des intérêts du peuple, qui permet
de façon étrange, que se maintienne cette délinquance, cette petite délinquance, qu'elle soit la délinquance des gens du voyage, la délinquance des dealers d'origine afro-maghrébin, etc. C'est voulu. Sinon, je vous garantis que si les nationalistes et les patriotes français authentiques reprenaient le pouvoir en France, avec la tradition que nous avons au niveau de la police et de la gendarmerie et notre savoir-faire, tout ça serait réglé très très vite et assez calmement. Hein, voilà. Réfléchissez bien à tout ça. Et pareil, c'est pas des délires soraliens, tout ça est basé sur une culture historique de fond. Hein. On peut aller chercher les exemples en Italie, mais aussi aux États-Unis. Tout ça est très facile à démontrer. Ce qui d'ailleurs me vaut quelque chose d'assez étrange, c'est malgré la radicalité de mes propos, j'ai très peu d'attaques sur ces propos-là eux-mêmes, car ils sont inattaquables, voyez, en termes de vérité. Hein, en termes de vérité. Hein, je n'ai droit qu'aux diffamations, aux persécutions, aux menaces physiques, on en reparlera, hein, avec des commandos qui viennent m'agresser. Mais sur le fond, personne ne me critique. Quand je dis qu'Elie Wiesel n'a jamais mis les pieds dans un camp de concentration et que c'est un escroc total, s'il est quand même prix Nobel de la paix, il incarne à lui-même la mémoire vivante de la Shoah, personne ne monte au créneau pour me contrer. Parce que là, ce n'est pas les Juifs que j'attaque. J'attaque ce que j'appelle les escrocs à la Shoah, comme il y a des escrocs à l'assurance, au nom de ceux qui réellement ont souffert dans les camps. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Maurice Rafchus montre du doigt l'UGIF, l'ancêtre du CRIF, c'est un juif persécuté qui demande justice envers d'autres juifs qui sont responsables en partie de sa souffrance et qui le cachent et qui mentent et qui le persécutent quand il ose le dire. Hein. Je rappelle bien ça. Et quand je montre les escrocs à la Shoah, c'est aussi au nom de ceux qui ont réellement souffert de la persécution par le régime national-socialiste allemand, ce qui n'est pas question de nier. Voilà. Donc qu'on comprenne bien que tout ça comment dirais-je, ne peut jamais être qualifié d'antisémitisme. Il n'est pas normal que des usurpateurs se réclament d'une souffrance qui n'est pas la leur. C'est un scandale et une injure faite à ceux qui ont souffert. Voilà, il faut bien le rappeler. Et j'attends toujours qu'on me réponde sur cet escroc à la Shoah qui est Elie Wiesel. Et on va peut-être créer une rubrique demain, et je demande d'ailleurs que les gens qui me regardent m'envoient des documents sur les innombrables escrocs à la Shoah qui pullulent. Parce que ça aussi, il y en a marre. Il y en a marre de ces escrocs à la Shoah. Je me rappelle qu'à une époque, chaque fois qu'on était dans les milieux gauchistes, puisque j'ai baigné dans le gauchisme étant jeune, il y avait toujours le type qui vous racontait qu'il était issu d'une famille ouvrière et que son grand-père avait été mineur de fonds. En général, il était fils de profession libérale, fils d'architecte. Mais il y avait le prestige de fils d'ouvrier, comme si c'était congénital et que le prestige se transmettait par le sang. T'es fils d'ouvrier, si t'es pas ouvrier, je t'emmerde, tu vois. Mais les mecs, ils étaient tous fils d'ouvriers. À l'époque où c'était la mode du marxisme-léninisme, du gauchisme, etc. Il fallait tous de fils d'ouvriers. Il y a eu une époque aussi où les bourgeois se prétendaient descendants d'aristocrates. Ils étaient tous fils de vicomtes, de comtes, de noblesse d'épée, ils avaient fait les croisades, etc. Il y a ceux qui se foutent un peu de leurs ancêtres et qui existent par eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui sont tout le temps en train de vouloir se valoriser par leurs ancêtres, c'est le tribalisme. Hein. Et c'est toujours, effectivement, alors il y avait, mes ancêtres ont été des nobles, ça n'empêche pas que toi tu sois un con et une merde, c'est la réponse. Bon, mes ancêtres étaient des paysans ou des ouvriers, toi t'es profession libérale, ferme ta gueule. Et puis il y a aussi l'escroc à la Shoah, c'est-à-dire j'ai été dans les camps, tu n'y as jamais été, mon grand-père est mort à Auschwitz. C'est faux, tu mens. Parce qu'effectivement, comment oserait-on demander des comptes au peuple des intouchables et au peuple de la vérité révélée? Donc moi je dis aujourd'hui, il va falloir vérifier si c'est vrai, avec cette idée, voilà, nous avons tous notre Golgotha personnel, qui est notre famille entière morte à Auschwitz. Alors la question que je vais poser à certains juifs, c'est comment se fait-il qu'ils aient pu naître dans les années 60 avec toute leur famille qui a été exterminée dans les années 40? C'est assez magique. Hein. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment on fait pour naître en 60, en 70, en 80, quand toute votre famille a été exterminée dans les camps. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre totalement pour des imbéciles. Je sais bien que on est face au peuple du miracle, hein, je veux dire, miracle démographique, où d'un peuple génocidé double sa population en France, par exemple, entre 40 et 80. La question qu'on peut poser, par exemple, à M. Todd, qui est démographe, il pourrait faire le travail. Comment une population majoritairement issue de la classe moyenne et des professions libérales, qui a un taux de reproduction à peu près égal aux bourgeoisies occidentales moyennes, c'est-à-dire entre 1,9 et 2,1, peut reconstituer sa population entre 1945 et 1990 quel taux de natalité devrait être le sien pour que ce soit possible? Vous voyez, ça, c'est une vraie question qui est posée. Je pense que cette question ne tombe pas sous le coup de la loi. Hein, comment on reconstitue pratiquement la moitié de sa population détruite en ayant un taux de natalité de 2?
Il faudrait arrêter de raconter n'importe quoi. On est quand même dans le droit de vérifier. Mais il n'est pas possible d'être né dans les années 60, 70 ou 80 quand tous vos ascendants ont été exterminés dans les années 40. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut revenir un peu au sérieux. Hein. Voilà. Et je pense qu'on est allé tellement loin là dans le délire et le n'importe quoi pour de l'abus systématiquement, de l'abus moral, du racket moral et voire du racket tout court, qu'il va falloir oser que des gens courageux, des gens honnêtes commencent à oser à demander des comptes. Nous allons dans un but de vertu pédagogique tous les mois maintenant. Je lance un appel, parce que je sais qu'il y a des spécialistes de la question, l'escroc à la Shoah du mois, comme il y a des escrocs à l'assurance. Hein. Normalement, c'est passible, les escrocs à l'assurance, c'est passible de poursuite. Hein. Voilà.